Bonjour à tous. Bonjour à tous. Christian, je te laisse ouvrir la séance. Allez, nous allons commencer. Monseigneur le recteur dira un petit mot de bienvenue tout à l'heure, et puis la doyenne, je crois, de la faculté des lettres, mais je crois qu'il y a, je ne sais plus, 100 ou 150 personnes en distanciel, donc c'est vraiment important de respecter les horaires de notre rendez-vous. Mais écoutez, très heureux de vous retrouver, tant en présentiel qu'en distanciel. Ben voilà, madame la doyenne est là. Vous voulez dire peut-être un petit mot de bienvenue? Ouais, on vous applaudit, tous les applaudissements. On vous prend à chaud. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents aussi nombreux ce soir pour le lancement du nouveau cycle de conférences des Mardis de la Mer, qui existe depuis plus de 20 ans, qui est organisé depuis plus de 20 ans par le professeur Bûcher, qui est professeur à la faculté des lettres. Oui, je finis ma phrase. Et l'Institut français de la mer, représenté par son président, M. Audry Blier, que je remercie aussi très sincèrement pour son investissement dans cet engagement. Donc on a un très beau programme cette année sur la mer, Avenir de la Terre, une thématique d'autant plus d'actualité avec ce qui se passe en ce moment. Et nous avons la grande chance ce soir d'accueillir M. François-Xavier Lefranc, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être notre premier invité du jour, et que je ne vais pas présenter plus longuement puisque c'est le rôle de M. Riblier, donc je vais leur laisser la parole. Donc merci à tous, et puis bon cycle de conférences. Merci Madame la doyenne. Avant que Audry Blier, le président de l'IFM, ne présente notre intervenant, 2-3 mots encore de bienvenue, avec une particularité cette année. D'abord heureux de saluer les différentes personnalités qui sont là, les confrères de l'Académie de Marine, content également de saluer le cofondateur des Mardis de la Mer, ça ne nous rajeunit pas, Francis, saluer également Madame l'inspectrice générale de l'Éducation nationale, le sénateur Jérôme Bignon, je suis très très heureux de retrouver, c'est toujours un plaisir Jérôme de te voir, merci à tous d'être là. Alors, habituellement, on commence toujours, depuis 20 ans, notre séance inaugurale annuelle par soit le ministre en charge de la mer, soit le chef d'état-major de la marine. On avait prévu et devait intervenir le ministre Béchu. Et donc, du coup, on a placé le chef d'état-major de la marine en janvier pour la séance inaugurale du second semestre. Et puis, il y a eu les événements que vous connaissez. Et en pleine finalisation des Mardis de la mer, on s'est dit que c'était difficile de faire intervenir un ministre qui ne serait plus ministre au moment où nous ferons cette rencontre en octobre. Et donc, on s'est dit, puisque le chef d'état-major de la marine était déjà programmé, on va faire quelque chose de tout à fait différent. Eh bien, ça a du bon. Ça a du bon parce qu'on a tout de suite pensé à faire intervenir un grand patron de presse. Alors, on n'a pas cherché longtemps. Ton nom est venu tout de suite, d'une part parce qu'on se connaît depuis un certain temps. On a une passion commune qui est la Cité de la Mer à Cherbourg, où nous avons fait un certain nombre de choses. Parce que le groupe Ouest France va nous le présenter, parce que les Parisiens, tu sais, parfois, ils connaissent mieux le parisianisme que, je dirais, la périphérie. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas nous parler en plus que tu as une nouvelle chaîne, tu as obtenu de la TNT quelque chose, donc tu es un peu l'homme du moment, tant pour être le premier tirage de la presse française que maintenant tu vas t'intéresser à l'audiovisuel. Et puis surtout, qu'est-ce qui justifie aussi que tu sois au Mardi de la Mer? C'est que depuis toujours, tu es convaincu de l'importance de la mer. Et c'est très important parce qu'on parle toujours de maritimiser les esprits. Je veux dire, on en a parlé déjà ensemble. Les politiques seront peut-être un jour mobilisés en rapport avec la mer quand les journalistes poseront les bonnes questions. Ou poseront des questions, pas les bonnes, ils posent toujours les bonnes questions, mais des questions sur la thématique mer. Ce jour-là, ils auront forcément des éléments de langage leur permettant de répondre. C'est dire qu'il y a certainement quelque chose à imaginer. C'est ta conviction. Les Mardis de la mer, tu peux t'en faire l'écho, tu es ici chez toi. Et puis je suis très heureux que tu interviennes devant un panel nombreux, on est près de 400 dans la salle d'étudiants, de cursus dans la maison Histoire, Géographie et Histoire, Sciences Politiques, et beaucoup d'entre eux veulent faire du journalisme. Alors, tu vas peut-être m'aider à les convaincre que faire du journalisme, c'est lire aussi la presse écrite, parce que mes étudiants lisent de moins en moins, ils écoutent de plus en plus la radio, la télévision, etc., mais il y a un rapport à l'écrit, donc tu nous diras peut-être un petit peu tout ça. Donc vraiment, c'est un grand, grand plaisir que tu sois là, que tu sois venu de Rennes.
en milieu de toutes ces activités, parce que tu es en plein redéploiement, sans compter les assises de l'économie de la mer que vous co-organisez également. Donc un grand merci. Et puis bien sûr, Eudes va te faire une présentation beaucoup plus personnalisée. Mais on voulait tout de suite te remercier. Merci Christian. François-Xavier Lefranc, vous naissez en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, dans la petite ville de Saint-Brice en Coglès, tellement bretonne qu'elle s'appelle maintenant Maenrock. Vos parents sont agriculteurs et vous êtes voisins d'Armand Tuffin de la Rouerie, ou du moins du parc du château où ce héros breton a vécu en rentrant de la guerre d'indépendance des États-Unis et où il a planté les arbres qui ont fasciné votre jeunesse. Tellement fasciné que vous rendez hommage à ce grand rebelle en écrivant le récit romancé de sa vie. Vous débutez votre carrière dans le journalisme, déjà dans le groupe Ouest France comme secrétaire de rédaction. Et puis vous traversez le Couesnon pour être dans le Calvados, dans l'Orne, dans la Manche. Bienvenue en Normandie. Au siège, vous êtes pendant 5 ans rédacteur en chef délégué, Dimanche Ouest France, rédacteur en chef adjoint, directeur d'information régionale et locale, 5 autres années. Vous êtes responsable des contenus pendant 1 an, et puis vous êtes rédacteur en chef de 2014 à 2020. Vous devenez membre du directoire aux côtés de Louis Échelard de 2020 à 2023, et vous prenez sa suite comme président du directoire, directeur de la publication en juin 2023. Vous êtes ainsi responsable d'un groupe de médias original. Ouest France, ce n'est pas une affaire. Le profit n'y est pas une finalité, mais bien un moyen, une garantie d'indépendance. En témoignage, son organisation sociale, coiffée par une association à but non lucratif. Ouest France a été fondée à la Libération pour contribuer à faire vivre la démocratie. Si vous avez été choisi pour en être le représentant, c'est sûrement parce que vous êtes l'ardent défenseur et porte-drapeau d'une information fiable et indépendante, fondée sur l'éthique et le professionnalisme, et vous êtes de ceux qui réclament à l'égard de tous les médias un environnement juridique protecteur des personnes au service de la démocratie. Vous aimez à rappeler que Ouest France est un journal d'envergure nationale. Vous dénoncez une prétendue différence entre presse quotidienne régionale et presse quotidienne nationale, comme s'il y avait des petits et des grands journaux. Vous le défendez, Ouest France est le premier quotidien francophone au monde, ancré sur son territoire et ouvert sur le monde. Et puis, Ouest France, ce sont aussi des revues et magazines, dont nombre très orientés ouest, pour ne pas dire Bretagne, mais aussi mer, comme Voiles et Voiliers, Le Chasse-Marée ou Océan, la mer est notre avenir. Nous avons hâte de vous entendre nous dire comment la mer est une chance pour les médias, et peut-être également comment les médias sont une chance pour la mer. Merci. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci Christian, merci Eudes. Je suis heureux d'être avec vous ce soir parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Et il y a dans la salle, je vois Francis en face de moi, des gens que je connais bien. Pour parler d'Ouest France, pour parler du maritime, parce que Ouest France, c'est le maritime. C'est une affaire qui remonte à la fin du 19e siècle. Je vais vous raconter tout ça. Et il me semble que l'avenir de Ouest France, comme d'ailleurs notre avenir à tous, ça passera par la mer. Ça, j'en suis absolument convaincu. Alors, je voudrais peut-être compléter ce qui vient d'être dit, parce que c'est me faire beaucoup d'honneur que de centrer ça sur moi. Mais Ouest France, c'est un grand collectif, du haut en bas. C'est-à-dire, effectivement, l'actionnaire de Ouest France, c'est une association, loi 1901, à but non lucratif, qui s'appelle Association pour le soutien des principes de la démocratie humaniste. Il y a 60 personnes dans l'association. Elle est présidée par quelqu'un qui s'appelle David Guiraud, qui a été autrefois qui a été patron du Monde et des Échos dans une autre vie. Et surtout, elle a été créée il y a 34 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'indépendance des médias. Eh bien, il y a 34 ans, un homme, et je veux vraiment le citer parce que c'était un grand patron de presse, et puis c'était un amoureux de la mer, et c'est quelqu'un qui a défendu la mer et les marins, qui s'appelait François-Régis Hutin, et qui a décidé en 1990 que le journal, dont il était l'un des actionnaires, avec sa famille et d'autres, allait être mis sous la responsabilité d'une association. Ils auraient pu faire un choix très différent. C'était une affaire extrêmement rentable et dire voilà, on fera fortune avec ça. Eh bien, il a décidé de faire ce choix avec l'équipe des dirigeants. C'était il y a 34 ans, et aujourd'hui, c'est un statut qui paraît très moderne. Alors, dans l'association, il reste encore quelques représentants des familles fondatrices, mais pour y rentrer, il faut être coopté, c'est-à-dire vous êtes désigné par les autres. Les dernières personnes à y être rentrées, vous avez Samuel Etienne, le journaliste que vous connaissez, qui est un Rennais. Vous avez l'académicien Pascal Horry,
le grand historien Pascal Horry, dont le papa, Jacques, était journaliste à Ouest France. Vous avez Thomas Couville, le navigateur, qui est membre de l'association aussi. Alors ces gens-là ont en commun de défendre la démocratie et d'être extrêmement... voilà, ce sont des humanistes. Évidemment, ils ne touchent pas un centime. Ils sont membres d'une association à but non lucratif. Et notre actionnaire, c'est le seul, ne perçoit pas d'argent de l'activité du groupe Ouest France. C'est-à-dire que tout ce que l'on gagne est réinvesti. Donc c'est bon de le savoir parce que c'est un cas, ça a été longtemps un cas unique, presque unique en Europe. Alors vous avez le Guardian qui appartenait à une fondation. Ils ont un peu transformé les statuts récemment. Mais ça, il faut le savoir. Donc du collectif. Et moi, je suis l'un des membres d'un très grand équipage, et j'oublie pas ceux qui étaient là avant nous. Ouest France a fêté ses 80 ans cette année. Avant Ouest France, il y avait un journal qui s'appelait l'Ouest Éclair, qui est né le 2 août 1899, et qui a été créé par 2 personnes, dont un commissaire de la marine, donc on y est tout de suite, qui s'appelait Emmanuel Degré-Duhoux, qui était commissaire de la marine, et qui a créé le Ouest Éclair avec un prêtre qui s'appelait l'abbé Trochu, et qui passait son temps à créer des journaux un peu partout, et qui a aussi créé une banque qui s'appelle le Crédit Mutuel. Donc vous voyez, c'était des entrepreneurs en fait. Voilà. Donc Ouest France, ça remonte à cela. L'Ouest Éclair est un journal qui a vécu jusque pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il a continué à paraître, et il s'est fourvoyé pendant l'occupation. Et donc c'est un journal qui a été heureusement fermé en 1944, avant la libération. Enfin, en août, le dernier numéro a été publié le 1er août 1944, et Ouest France a été créé par des résistants le 7 août 1944. Donc en fait, l'Ouest Éclair, une partie des dirigeants avaient choisi de rentrer dans la clandestinité, estimaient qu'il ne fallait pas continuer à paraître pendant l'occupation, et d'autres avaient fait un choix inverse. Et donc Ouest France naît en 1944, au moment de la libération de Rennes, un peu quelques jours après. Et déjà, les fondateurs posaient ce grand objectif de sauvegarder la démocratie et déjà de se battre pour quelque chose qui allait devenir plus tard l'Union européenne. C'est un journal qui est extrêmement engagé dans la construction européenne, il faut le savoir. Alors le maritime, ça remonte à loin. Et ça nous projettera, je pense, très loin, parce que je pense que c'est l'une des clés de l'avenir. Une autre, je ne vais pas vous assaillir de dates ce soir, parce que ce n'est pas ce que vous êtes venu chercher, mais en 1902, si vous vous intéressez à l'histoire du monde maritime, ça va vous dire quelque chose. Il y a eu la sardine avait disparu des côtes bretonnes et vendéennes. Et donc, beaucoup de familles se trouvaient en difficulté, notamment dans la région de Douarnenez, dans le Finistère. Et à l'époque, l'Ouest Éclair, il y avait des situations de famine. L'Ouest Éclair avait décidé de lancer une grande collecte auprès de ses lecteurs pour aider les ouvrières, parce que c'était souvent des femmes, pour aider les ouvrières qui travaillaient dans les sardineries, pour aider aussi les pêcheurs. Il y avait des dizaines de milliers de pêcheurs qui n'avaient plus qui vivaient une crise extrêmement douloureuse. Et ça a été la première grande collecte faite par l'ancêtre de Ouest France. Il faut savoir que des collectes, ça n'a pas cessé. Là, on vient d'ouvrir une collecte pour les personnes en difficulté au Liban. Eh bien, il y a une grande tradition d'aide aux populations défavorisées dans notre maison. Et des collectes, il y en a eu plein dans l'histoire, et souvent pour aller aider les gens qui vivaient des drames humains. Voilà. Je vais vous parler d'Ouest France. Donc l'Ouest Éclair a disparu, Ouest France naît. Défendre la démocratie, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire le choix de l'information de qualité. Donc on investit dans l'information de qualité. C'est très concret. À Ouest France, vous avez 780 journalistes professionnels, salariés. C'est la 2e rédaction de France après le service public. Donc c'est une très grande rédaction. Et un certain nombre de ces journalistes travaillent sur les zones littorales, et elles sont importantes dans l'Ouest, pas que. Mais bien évidemment, depuis qu'elle existe, cette rédaction, elle s'intéresse à la mer en permanence. Donc une rédaction importante, et la volonté que nous avons de rendre l'information accessible au plus grand nombre. Ça nous a amené à faire des choix qui peuvent parfois surprendre.
Sachez par exemple que quand une personne est emprisonnée dans l'Ouest, elle reçoit le journal gratuitement dans sa cellule. Parce qu'on a estimé à Ouest France que l'accès à l'information, c'est le début de la réinsertion. C'est un choix qui avait été fait par François-Régis Hutin, que je veux citer à nouveau, qui en dit long sur ce qu'est Ouest France. Alors ce choix-là, on l'a fait avec l'aide de l'administration pénitentiaire, pour qui ce n'était pas évident au début. On l'a expliqué aussi à nos lecteurs. Certains nous disaient « mais moi, j'ai pas trop d'argent, moi, je suis obligé de payer mon journal, et puis les gens qui sont en prison, ils le reçoivent gratuitement ». On mène énormément d'actions aujourd'hui pour permettre l'accès à l'information dans des lieux qui accueillent des personnes en grande précarité. Donc là aussi, c'est très concret. Dans les restaurants du Cœur dans l'Ouest, par exemple, le journal est là, à disposition de ceux qui veulent le lire. Voilà, il y a des grands engagements dans la maison. On a beaucoup... on a apporté de l'aide à des médias européens en difficulté. On a aidé des médias polonais lorsque... la Pologne, lorsque le rideau de fer est tombé, Ouest France avait organisé des convois de vivres pour aider les Polonais et pour aider aussi des médias polonais qui naissaient à l'époque, avec qui on est toujours évidemment en contact. Gazeta Wyborcza, par exemple, le grand quotidien polonais, c'est un quotidien dont on est proche, mais il y en avait beaucoup d'autres. Voilà, nous, Ouest France est l'un des partenaires majeurs de la Maison des journalistes à Paris. La Maison des journalistes, c'est un lieu qui accueille des journalistes exilés, qui souvent ont été torturés dans leur pays et qui viennent ici parce qu'ils ont été chassés de chez eux et ils viennent ici. La Maison des journalistes, c'est un lieu donc, qui est financé par un certain nombre de médias, dont Ouest France. Voilà. Alors, on est là pour parler de la mer. Il y a eu quelques dates clés dans notre histoire. Ouest France naît en 1944. C'est la reconstruction. Il fallait reconstruire les villes, notamment des villes bombardées dans l'Ouest, partout, en Bretagne, en Normandie. C'était donc le journal, au début, servait un peu à apporter de l'information pratique. Comment est-ce qu'on peut se nourrir? Comment est-ce qu'on peut permettre de reloger toutes les populations qu'il fallait reloger? Donc ça a aidé Ouest France en fait, à grandir au début, en étant extrêmement proche des gens. La proximité, la vraie proximité. C'est ça le métier de journaliste au passage. C'est du temps passé avec les gens, c'est pas autre chose. Et j'espère que les journalistes auront toujours du temps à passer avec les gens, parce que sinon il n'y aura plus de journalistes. Voilà ce qu'on défend, nous. Et donc, le journal s'est développé. En 1946 est créé un journal aux côtés d'Ouest France qui s'appelle Le Marin. Quel joli titre. Le Marin, créé par Alphonse Aubray et Jean Sauvé. Alors, c'est des gens que vous n'avez pas connus, mais si je vous parle de Jean Sauvé, il y a des amis de son petit-fils dans la salle, qui est dans le monde maritime. C'est des gens qui ont eu un rôle important parce qu'ils ont aidé vraiment le groupe à s'intéresser au plus près du monde maritime. Le Marin, c'est un média qui existe encore aujourd'hui, qui s'adresse aux professionnels de la mer, qui est spécialisé dans l'économie de la mer, et qui est spécialisé aussi et de plus en plus dans le maritime de défense. J'en reparlerai, mais quand on s'intéresse à la géopolitique, à la géostratégie, on arrive tout de suite à parler de la mer. Et donc notre groupe est plutôt, d'ailleurs, dispose d'une base de données assez complète sur les bateaux de guerre dans le monde. Voilà. Donc c'est j'aime pas le terme, on appelle ça du B2B, mais c'est de l'information à destination des professionnels et à destination de publics très spécialisés. Voilà. Ouest France, le titre Ouest France, le journal Ouest France et notre plateforme numérique, on développe beaucoup d'informations maritimes à destination aussi, évidemment, du grand public. Pour bien mesurer qui on est, il faut savoir qu'on a fait un peu la même chose avec l'agriculture, c'est-à-dire qu'on a créé une rédaction agricole, on a créé des pages spécialisées dans l'agriculture en 1946, la même année, parce que dans l'Ouest, l'agriculture, c'était aussi quelque chose d'important. Donc la mer, la terre, voilà ce qui a servi de socle à Ouest France. Alors aujourd'hui, le Marin, c'est devenu un titre qui est beaucoup diffusé sur notre plateforme numérique, qui diffuse aussi chaque année des numéros spéciaux, thématiques sur l'économie de la mer. Il y a d'autres titres dans le groupe. Je vais en citer quelques-uns. Voiles et voiliers, si vous vous intéressez à la voile, eh bien, Voiles et voiliers, ça fait partie de nos publications. Le Vendée Globe
va prendre son départ dans quelques jours. C'est le 10 novembre. Le week-end prochain, le village du Vendée Globe va ouvrir aux Sables d'Olonne. Et nos journalistes, notre rédaction, on a beaucoup de journalistes spécialistes de la voile, vont suivre ce grand événement de très très près. Il y a un autre beau journal, et j'ai un lecteur fidèle, puisque je crois que Eudes, vous le lisez depuis le début, qui s'appelle Le Chasse-Marée, qui s'intéresse au patrimoine maritime, aux bateaux anciens. Et c'est un titre évidemment qu'on veut défendre, qu'on veut développer. Aujourd'hui, ces différentes rédactions, si je prends le Marin, le Chasse-Marée, Voiles et Voiliers, ça représente à peu près 35 journalistes spécialisés, salariés du groupe, et puis des correspondants dans l'ensemble des zones littorales. Je ne vais pas tous les citer, mais on a des représentants à Marseille, on a des représentants dans le sud-ouest. Partout où il y a du maritime, il y a des correspondants des rédactions, de nos rédactions spécialisées. Donc la pêche, les énergies marines, le transport maritime, je ne vais pas tout citer, mais ça, c'est des thématiques sur lesquelles on est plutôt spécialiste. Les lecteurs, on les a emmenés là-dedans. On a l'une de nos rubriques les plus célèbres, c'était une rubrique qui s'appelait, alors elle a disparu il y a quelques années, elle s'appelait « Où sont nos navires ?» Et donc tous les jours, on listait tous les navires de l'Ouest et on expliquait où ils étaient, à quel endroit ils étaient, et ça avait un succès fou. Alors évidemment, maintenant, il y a d'autres moyens d'avoir cette information-là, mais ça fait partie des rubriques qui ont aidé à développer Ouest France. Voilà. J'ai oublié un détail. Je vous parlais de François-Régis Hutin tout à l'heure. Avant de devenir patron de presse, il a passé 1 an comme pilotin autour du monde sur un bateau marchand. Il aimait bien le rappeler. Les dirigeants d'Ouest France, depuis toujours, ont cette fibre-là. Alors moi, je ne suis pas marin. Je serais un mauvais marin, mais je suis passionné par la mer. Mais il y a plein de marins à Ouest France, dans les rédactions d'Ouest France. Et puis, quels que soient même chez les rotativistes, il y a beaucoup de passionnés de la mer. Voilà. Alors, dans l'Ouest, parler de la mer, c'est évidemment aussi parler de la pêche. Il y a des zones de pêche majeures. Le pays Bigoudin, par exemple. C'est parler de la construction navale, la construction bientôt du porte-avions, la construction des vedettes en Bretagne, la construction des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui sont faits à Cherbourg. En fait, c'est toute une économie extrêmement importante dans l'Ouest qui est tournée vers la mer. Aujourd'hui, les énergies marines renouvelables, c'est beaucoup d'emplois. Les énergies éoliennes, c'est beaucoup d'emplois, des emplois dans différentes parties de l'Ouest. Et on a été amené à couvrir tout ça. On est sur le bord de l'Atlantique et de la Manche. C'est l'une des routes les plus fréquentées au monde. La Manche n'est pourtant pas une très grande mer, pas très large, mais quand on voit le nom, il faut aller voir. Moi, je suis allé voir à la préfecture maritime, dans les 2 préfectures maritimes, voir les écrans. C'est extraordinaire de voir tous ces bateaux. On se dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de collision plus souvent? C'est une route extrêmement fréquentée. Donc, quand on est journaliste à Ouest France, on a la mer en permanence sous les yeux. La mer, ce n'est pas que cela. La mer, c'est aussi des choses dont on parle trop peu. Je suis, moi, assez sidéré en ce moment du peu de place accordée dans l'ensemble des médias au drame humain. Je pense aux migrants qui se noient dans la Manche, dans la Méditerranée. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Francis Vallat, qui a été longtemps président de SOS Méditerranée et qui pourrait parler bien mieux que moi de ce sujet. Mais ça se passe en mer et c'est un peu comme si ça n'existait pas, parce que ça se passe en mer. L'autre jour, on faisait la une majeure de Ouest France sur 12 personnes, des femmes, des enfants, qui se sont noyés dans la Manche. C'est des drames absolus qu'un marin ne peut pas accepter comme ça sans réagir. Mais ça se passe en mer. Eh bien, la mer, il faut la regarder, pas que pour ça. Il faut la regarder, la mer. Il faut que notre pays apprenne à regarder la mer. Il faut que nous, citoyens, on apprenne à regarder la mer. Voilà, je voulais le dire parce que c'est quelque chose qui nous mobilise beaucoup à Ouest France. La mer, elle a beaucoup d'utilisateurs. Je parlais des pêcheurs, je parlais tout à l'heure des éoliennes en mer. Il y a beaucoup de populations qui sont tournées vers la mer, qui peuvent avoir des intérêts divergents. Il y a beaucoup de débats autour de la mer. Et ce sont des débats souvent passionnants qu'on aime suivre à Ouest France. Donc on a beaucoup dans nos éditions, beaucoup de rubriques consacrées à ces débats-là.
qui ne manque pas d'intérêt. Alors, aujourd'hui, je vous parlais de notre plateforme numérique. Donc, Ouest France est un grand quotidien, mais on a une plateforme numérique qui est l'une des premières de France et qui fait 70% de son audience hors de l'Ouest. Donc, 35% de l'audience s'est faite sur la grande région parisienne, 8% à l'étranger. Et là, vous avez beaucoup d'informations sur la mer, beaucoup d'informations sur l'outre-mer, puisque depuis toujours, nous nous intéressons de près à l'outre-mer. Nous avons aujourd'hui des journalistes professionnels, pigistes, correspondants pour Ouest France et pour Le Marin, dans chacun des territoires ultramarins. Il est bon de rappeler au passage que sans ces territoires, la France ne serait pas la grande puissance maritime qu'elle est. Donc ça vaut le coup de s'intéresser de près à ces territoires. Alors, les médias s'y intéressent souvent quand il y a des émeutes, quand il y a des situations difficiles. Oui, il y a des situations difficiles outre-mer, mais il y a aussi plein de choses qui se passent outre-mer. Il y a aussi des gens qui créent de l'activité. Il y a aussi donc, il faut s'y intéresser en permanence à l'outre-mer. Donc, c'est un des combats que l'on mène. Demain, nous aurons une télévision nationale généraliste. Donc, ce sera la première télévision nationale faite ailleurs qu'à Paris, au passage. Vous l'avez peut-être entendu, l'ARCOM, qui est l'organisme régulateur et qui attribue les fréquences, nous a donc présélectionné. L'attribution officielle, ce sera dans quelques semaines. Et notre télévision, qui aujourd'hui s'appelle OF, Ouest France, OF TV, qui va peut-être changer de nom. En tout cas, elle commencera à diffuser au mois de septembre prochain, au début du mois de septembre, au plus tard. Et bien évidemment, le maritime devra y avoir toute sa place. Nous voulons défendre la belle diversité des territoires français. Et bien ça passe aussi par le maritime. Alors, sachez que, oui, nous sommes, en général, quand on parle de la presse nationale, nous on dit que c'est plutôt la presse parisienne. Et quand on parle de la presse régionale, on aime bien parler de la presse des territoires. Nous, on pense que la France, il faut la regarder par la diversité de ses territoires. Quand on la regarde de Paris, parfois, on peut s'attrister. Quand on la regarde de par la diversité de ses territoires, on s'émerveille. Notre pays est fantastique. Il y a une diversité exceptionnelle. C'est ce que l'on veut mettre en avant. C'est ce que l'on veut porter. Et le monde maritime aussi nous aide à cela. On a créé des grands événements. Alors, l'un de ces grands événements, ce sont les Assises nationales de l'économie de la mer. Elles auront lieu à Bordeaux les 19 et 20 novembre prochains. Elles ont lieu chaque année dans une grande ville française qui, en général, n'est pas bien éloignée de la mer. Elles avaient lieu à Nantes l'année dernière. Chaque année, on a le président de la République ou le Premier ministre et plusieurs ministres. Ce grand événement, il a été créé par le cluster maritime, enfin par les marins, par les responsables de l'économie de la mer, qui ont créé, mais vous le connaissez, le cluster maritime, donc qui réunit tous les professionnels de l'économie de la mer, et Ouest France, et par Ouest France. La 20e édition, ce sera l'année prochaine, et chaque année, ça réunit pendant 2 jours, on peut dire, la plupart des professionnels de l'économie de la mer. Donc il y a entre 1500 et 2000 personnes, et il y a des débats extrêmement intéressants sur des questions d'actualité, sur des questions politiques, économiques. Voilà, donc cet événement-là aura lieu au mois de novembre, et on est très fiers de l'organiser parce que ça permet aussi chaque année de mettre l'accent sur les grandes problématiques du maritime. Ça permet aussi d'expliquer au grand public, à travers nos publications, que ces sujets-là sont des sujets extrêmement importants. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long parce que je voudrais qu'on puisse évidemment avoir des échanges. Je vous parlais tout à l'heure du Vendée Globe. Sur notre secteur, on a un événement comme le Vendée Globe, on a la Route du Rhum, on a la Jacques Vabre. À chaque fois, on est fasciné par le nombre de personnes que ça déplace. Je crois qu'en Vendée, ils attendent 1 million de personnes là, pour le départ du Vendée Globe, parce que la mer fascine. La grande aventure aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme grande aventure aujourd'hui? Sans doute celle-là, c'est peut-être pas la seule, mais sans doute celle-là. Pendant 3 semaines, les gens viennent voir les bateaux qui vont partir faire le tour du monde, viennent rencontrer les marins, et
au moment de la route du Rhum, c'est extraordinaire de voir le monde que ça mobilise, de voir des centaines de milliers de personnes qui sont sur la côte simplement pour voir passer une quinzaine de bateaux. Et encore, on les voit passer au loin. Vous allez au Cap Fréhel le jour du départ, on voit 15 bateaux passer au loin. Mais c'est fascinant. C'est intéressant de regarder cela parce que ça nous ouvre aussi sur les grands mystères du maritime. La mer, elle nous cache aussi des choses extraordinaires que nous allons peut-être apprendre à découvrir grâce aux explorateurs, aux scientifiques. Je lisais tout à l'heure un atlas maritime qui a été réalisé. Il est très bien fait, je pourrais le montrer tout à l'heure, par l'équipe du Dessous des cartes, l'équipe d'Arte, et qui traite des grandes questions géopolitiques avec les cartes, et qui parlait du maritime, et qui rappelait que l'une des plus hautes montagnes du monde, c'est le volcan hawaïen Mauna Kea, qui s'élève à plus de 10 200 mètres, sauf qu'il y a 4 200 mètres qui dépassent de l'eau, mais en dessous, il y a plusieurs milliers. Donc on ne le voit pas si on regarde la mer, simplement la surface avec les quelques reflets et l'eau qui brille. C'est juste un exemple, mais la mer recèle de trésors, et je pense qu'il est extrêmement important d'encourager celles et ceux qui se battent pour la préservation de l'océan, mais pour la découverte des trésors. Demain, ce sera notre alimentation, demain, ce sera notre santé. Oui, c'est un enjeu colossal de préserver l'univers marin. Nous devons nous y intéresser. Tous les citoyens doivent s'y intéresser, et évidemment les médias doivent s'y intéresser beaucoup plus qu'ils ne le font. Je crois que 90% du commerce mondial transite par la mer, Christian, si j'ai en volume. 92%. On dit souvent que à peu près 40% de la richesse nationale transite par le port du Havre. Enfin, il faut quand même avoir ça en tête. Intéressons-nous au maritime. Alors, il y a Anvers aussi. Alors, je parle... Oui, c'est vrai que le port du Havre n'est qu'un petit port si on regarde le port d'Anvers. Voilà. Le maritime nous amène aussi à nous intéresser à l'espace, parce que c'est aussi grâce à l'espace que l'on va apprendre à mieux découvrir l'univers marin. Et donc, nos spécialistes, nos rédactions vont devoir se spécialiser, se former sur tous ces sujets-là, qui sont des sujets assez complexes. Alors, on a commencé. Il y a à Brest un institut qui s'appelle l'Institut universitaire européen de la mer, et chaque année, nous envoyons une vingtaine de journalistes se former auprès des scientifiques pour acquérir des compétences. Parce que les journalistes qui parlent de la mer parlent de sujets compliqués, donc ils doivent eux aussi se former. Donc on met beaucoup de moyens pour ça. Nous sommes très proches je ne vais pas tous les citer, mais il y a des grands projets scientifiques extrêmement intéressants, comme Tara par exemple, la recherche scientifique, l'observation des océans, le projet Sea Orbiter d'observation des océans, qui sont des projets absolument fascinants, enfin des projets ou des réalisations fascinantes. Et à Ouest France, on aime les suivre, les accompagner, raconter un peu leur aventure. On pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et nos lecteurs nous le demandent. Beaucoup de nos lecteurs se passionnent pour ces sujets-là. Donc c'est aussi, je ne vais pas dire que c'est par intérêt qu'on s'intéresse au maritime, mais on s'intéresse au maritime parce que de plus en plus de gens prennent conscience que c'est essentiel pour notre avenir. Voilà. Il y a des sujets qui sont des sujets graves, l'acidification des océans, les changements climatiques, la diminution du trait de côte, avec des effets aujourd'hui visibles et très spectaculaires à nos portes. J'étais l'autre jour dans le Cotentin, je suis allé sur des zones que je n'avais pas vues depuis 4-5 ans, et c'est frappant de voir le chemin des douaniers qui a disparu, de voir le trait de côte qui est circulé parfois de près d'1 kilomètre. Si on prend la grande baie du Mont-Saint-Michel, c'est extrêmement spectaculaire. Ce sujet-là va prendre de plus en plus d'ampleur parce que la mer ne cessera de monter. Ça va créer... Enfin, il y a déjà des réfugiés climatiques, des gens qui, dans des zones gagnées par la mer, et souvent des zones
fortement peuplée et souvent très pauvre, des gens se retrouvent obligés de quitter leur territoire. On rencontrera de plus en plus ces questions-là. Mais il ne faut pas simplement le regarder sous cet angle-là. J'ai eu la chance de croiser il y a quelques jours Jacques Rougerie, un autre ami de Francis, un architecte extraordinaire. Alors je ne sais pas s'il a eu l'occasion de venir deux fois. Depuis 20 ans, c'est normal. Mais son témoignage est absolument extraordinaire. Il travaille, je parlais du projet Sea Orbiter, donc c'est un vaisseau d'exploration des grands fonds marins. Il a un certain nombre de réalisations à son actif. Océanopolis, par exemple, à Brest, c'est lui qui en a été c'est lui qui a été l'architecte d'Océanopolis. Il est très proche de la Cité de la Mer. Je reparlerai de ce lieu tout à l'heure. Et il me disait, il faut prendre conscience de ce qui se passe quand on parle de la diminution du trait de côte, mais il ne faut pas faire de catastrophisme. Il faut trouver les solutions avec passion et audace. Et cette attitude-là, et je voudrais peut-être faire un premier point d'étape et peut-être m'arrêter là-dessus, je pense que c'est essentiel de regarder la mer comme cela. On parle souvent des menaces qui pèsent sur le milieu marin. Les médias parlent souvent des menaces qui pèsent sur le milieu marin. Nous devons de plus en plus parler de l'audace, des solutions, et beaucoup de gens travaillent à des solutions. Et je pense qu'il est essentiel que les médias fassent ce travail-là. Ça demandera de l'investissement journalistique, ça demandera de la formation, ça demandera du temps de reportage. Et je voudrais à un moment donné, si vous me le permettez, je fais un petit écart, mais vous parlez des médias d'aujourd'hui, qui vivent un moment assez particulier de leur histoire, où dans les scénarios du possible, il y a celui de la disparition du journalisme. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est un scénario tout à fait possible. Vous avez des médias qui disparaissent. L'intelligence artificielle arrive avec des technologies qui paraissent extraordinaires et qui d'ailleurs peuvent être des outils extraordinaires pour faire de meilleurs journalistes. Mais certains ont déjà imaginé remplacer les journalistes par de l'intelligence artificielle. Vous avez des grands patrons de presse. En Allemagne, par exemple, il y a un grand patron de presse qui a dit, ben voilà, on va remplacer les journalistes par l'intelligence artificielle puisque les machines sont capables de prouesses extraordinaires, de travailler les datas, d'aligner les mots les uns après les autres, de traduire les textes en plusieurs langues et de façon immédiate. Ça, c'est une première chose. Alors, l'intelligence artificielle, c'est une chance. Moi, je le crois sincèrement. C'est une chance. C'est un outil fabuleux, à condition, c'est comme un couteau pointu et bien aiguisé. Ça peut être un outil fabuleux, ça peut être un outil très dangereux. Donc c'est un outil. Et il faut le mettre au service du métier de journaliste. Je crois que dans chaque profession, il faudra se poser la question du cadre éthique dans lequel on utilise cet outil-là. Il ne faut pas en avoir peur, il faut le connaître et il faut le dominer. Mais vu ce qui nous arrive, et je pense qu'on n'a encore rien vu, ça va être costaud. Il y a un autre aspect. Pourquoi les médias peuvent disparaître ? Pourquoi il y a de moins en moins de journalistes ? Aux États-Unis, on est passé de 75 000 journalistes à 34 000 journalistes. Il y a autant de journalistes aux États-Unis qu'en France. Mais en France, ça commence à diminuer. Ça commence à diminuer. Pourquoi ça diminue ? Parce que le modèle économique des médias est fragilisé. Il y a plein de raisons à cela, y compris des raisons propres aux médias. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un lecteur, ça se mérite, et que quand le lecteur s'en va, il faut s'interroger pourquoi il s'en va. Peut-être qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour l'intéresser. Donc il faut en permanence se poser cette question-là. L'une des raisons, c'est que nous vivons dans un monde où les grands acteurs du numérique ont pris beaucoup de place. Alors je vous parlais du statut d'Ouest France, qui est un statut associatif à but non lucratif, un statut assez original. Le statut des grands acteurs du numérique, ce n'est pas ça. Ce sont des entreprises qui sont dans les mains de milliardaires et dont le modèle économique est basé sur l'audience. Et l'audience, elle se nourrit de quoi ? Qu'est-ce qui fait de l'audience sur un réseau social ? Si je prends 10 minutes pour faire un discours assez apaisé
ou si on donne 10 minutes à un spécialiste d'un sujet pour faire un discours apaisé, il aura une audience beaucoup plus réduite, sans doute très captive et passionnée par ce qu'il raconte, mais il aura une audience beaucoup plus faible que si quelqu'un hurle sur le réseau social, insulte, menace, comment dirais-je, harcèle, parce que c'est ça le modèle économique. Plus il y a d'audience, plus l'argent entre. Et l'audience est nourrie par cela. Le problème, c'est que contrairement aux médias, les réseaux sociaux ne sont pas responsables de ce qu'ils diffusent. C'est très concret. Si dans Ouest France demain, l'un de vous se fait insulter, il attaque Ouest France au tribunal, le journaliste sera condamné, heureusement, et moi, en tant que directeur de la publication, je serai condamné, et heureusement. Et je pense que c'est très bien comme ça. Un réseau social vous insulte, vous pouvez aller devant la justice, on vous dira, mais le réseau social, il n'est pas responsable de ce qu'il diffuse. C'est une réalité, ils ont ce qu'on appelle le statut de diffuseur. Il faut bien mesurer ça, parce qu'on parle beaucoup des milliardaires propriétaires des médias, ça vaut le coup de s'intéresser aux milliardaires propriétaires des réseaux sociaux. Un autre problème, sur les réseaux sociaux, vous pouvez être insulté par quelqu'un qui a un compte anonyme. Vous êtes infoutu aujourd'hui de faire lever l'anonymat d'un compte anonyme. Nous, on est en procès avec Twitter, donc je peux vous dire que je connais le sujet. C'est extrêmement compliqué. Et si on y arrive, c'est après des actions en justice très longues, très coûteuses, qu'évidemment, tout le monde ne peut pas se permettre. Ils se nourrissent de publicité. La publicité était un élément important dans l'économie des médias. Et aujourd'hui, quand le marché de la publicité augmente de 100, eh bien, 96% va chez Facebook, chez Google, chez Amazon et tous les autres. Voilà. Alors, vous allez me dire, et alors ? Ces médias-là diffusent de l'information, y compris de l'information de médias très sérieux. Ils diffusent aussi beaucoup de fake news. Et c'est extrêmement difficile quand vous êtes utilisateur de savoir ce qui est une bonne information de ce qui est une fake news. Ils mettent en place quelques dispositifs pour rassurer les bien-pensants, pour essayer de contrôler leur contenu. Google, par exemple, qui organise souvent des événements pour dire, vous voyez, on essaie de contrôler nos contenus. Google est le plus grand diffuseur de fake news au monde. C'est une réalité. En tant que citoyen, est-ce qu'on peut s'en satisfaire ? Moi, je pense que nous sommes entrés dans un monde très dangereux, et je pense, je le répète et je m'arrêterai là, que le journalisme est peut-être en voie de disparition. Donc, qui s'intéressera à la mer demain ? Les scientifiques, bien sûr, les marins. Et qui permettra de faire le relais avec le grand public ? Eh bien, j'espère qu'il y aura encore longtemps des journalistes spécialisés, passionnés par cela. Ça ne marchera que si les médias ont un statut qui leur permet de survivre. Voilà. Alors, je me suis un peu écarté du sujet. Je voulais le dire parce que ça ne sert à rien de parler des médias si on ne parle pas de ça. Le maritime aujourd'hui, je pense qu'il y a de moins en moins de médias à s'y intéresser, il y a de moins en moins de journalistes à s'y intéresser, il y en a encore un certain nombre qui s'y intéressent, qui sont spécialisés, mais le danger est là. Et je pense que les marins, tous les responsables de l'économie de la mer, tous les scientifiques, tous ceux qui se battent pour la préservation des océans, ont besoin de journalisme, et qu'un journalisme de qualité soit là pour les mettre en lumière, pour expliquer aux citoyens et pour les mettre en contact avec les citoyens. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'ai été trop long, trop court. Je serais heureux en tout cas de répondre à vos questions s'il y en a. La Cité de la Mer, alors je vais peut-être en dire un mot parce que je ne sais pas si vous connaissez tous ce lieu, c'est à Cherbourg, alors il faut aller jusque là-haut. C'est un lieu assez extraordinaire dédié à l'exploration des grands fonds marins et qui propose au grand public une découverte assez fabuleuse. Océanopolis à Brest, Boulogne-sur-Mer, Nausicaa à Boulogne-sur-Mer. Jacques Rougerie, d'ailleurs, est l'architecte de Nausicaa. C'est vraiment des lieux qu'il faut aller découvrir. Les médias, c'est bien, mais ces grands lieux-là font de la vulgarisation scientifique et c'est des lieux assez extraordinaires. Nous, on s'attache vraiment à parler d'eux régulièrement parce que ça nous paraît vraiment essentiel de le faire. Voilà. On va t'applaudir. Non, enfin, il ne faut pas... Je
crois pas que ça mérite des applaudissements, mais en tout cas, si vous avez des questions, je fais... Merci beaucoup d'abord de ton engagement, de ce que vous faites. Je crois que c'est important, et je pense que les étudiants seront d'accord, parce qu'ils sont intéressés par le journalisme, de voir qu'il y a des menaces aujourd'hui. En fait, on fait le même métier, parce que quand on est enseignant, on explique effectivement qu'aujourd'hui, c'est compliqué. C'est pas parce que c'est marqué sur Wikipédia ou d'autres que c'est la vérité. C'est vrai qu'on parle avec les étudiants sur ChatGPT, on voit ça apparaître parfois dans les exposés, donc c'est vrai qu'il y a tout un débat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la question de la démocratie, la question de la vérité, la question de la transparence, la question du sérieux qui est posée. Et merci de ce que vous faites pour parfois donner la parole à des gens qui ne sont pas des extrémistes et qui vont avoir le sens du verbe, parce qu'on se rend bien compte que pire que le Covid-19, la peur est très contagieuse. Et qu'est-ce qu'il faut ramer pour inspirer la confiance? Donc je crois que tout ça, c'est des questions qui intéressent beaucoup les jeunes, et je ne doute pas que ça va générer un certain nombre de questions. En tous les cas, merci. Vous avez le micro bâbord, le micro tribord, voilà. Ayez la gentillesse de vous présenter, de dire qui vous êtes juste avant, et de poser des questions. Voilà. On va essayer d'avoir le maximum de jeux de ping-pong, questions-réponses. Merci. Sans oublier nos internautes. Bonsoir, messieurs. Alors, je suis Guillaume Muret, je suis élève en deuxième année en histoire, en licence Histoire Sciences Po à Cato. Et j'aurais quelques questions pour poursuivre sur votre dernière partie sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous penserez qu'il faudrait faire pour réguler les réseaux sociaux? Faudrait-il un Arcom des réseaux sociaux, changer le statut des réseaux sociaux de diffuseurs en médias, ou alors dire aux grands médias de s'en retirer pour qu'ils ne participent pas à ce genre de trucs? Je vous remercie. Merci pour la question, parce que en fait, c'est une vraie belle question. Moi, je pense qu'il y a une solution très simple, c'est d'appliquer le droit. Le droit existe. Il y a deux grands dispositifs juridiques européens, le DSA, Digital Service Act, et le DMA, Digital Market Act. Le premier, le DSA, vise à réguler les contenus des plateformes numériques. Ce droit-là est appliqué sur l'ensemble des plateformes depuis le mois d'août 2023. Donc c'est un droit européen qui a été transcrit dans les droits nationaux. Et la France a d'ailleurs été le premier pays à retranscrire dans son droit national ces règlements européens. Le DSA est très mal appliqué parce que la justice n'a pas les moyens de là. Normalement, chaque réseau social doit désigner dans chacun des pays un responsable, une personne responsable, vers qui la justice pourra se tourner. Normalement, la levée de l'anonymat d'un compte devrait être possible. C'est aujourd'hui impossible. Je vous dis, nous, on est en procès. Et on en a pas mal de procès, parce qu'on mène des procès et on pense que ça changera à condition qu'il y ait une jurisprudence demain. Donc il faut qu'il y ait des procès de gagnés. Mais il faut appliquer le droit européen. La justice aura du mal à suivre. Je pense qu'on ne peut pas accepter... il y aura début novembre, va s'ouvrir le procès dans l'affaire de ce professeur assassiné par des terroristes, Samuel Paty. Il va manquer des gens derrière la barre. Il va manquer les réseaux sociaux qui ont diffusé des vidéos de terroristes qui appelaient au meurtre. Alors ça, c'est un cas extrême, mais combien de gens se font harceler, se font démolir en toute impunité? C'est inacceptable. Et je pense que nous avons accepté l'inacceptable. Donc si le droit fonctionnait, si la justice avait les moyens de poursuivre, et si on disait aux réseaux sociaux, il faut faire comme au Brésil. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil avec Twitter. Le patron de Twitter dit « Je ne vais pas respecter le droit brésilien ». Eh bien, un magistrat dit « C'est terminé Twitter au Brésil ». Voilà. Et donc, quelques semaines plus tard, la semaine dernière, le patron de Twitter a dit « Bon, ok, d'accord, je m'adapte ». Et ils prennent des mesures qui étaient attendues. Est-ce que vous savez ce que sont les droits voisins? Droits voisins du droit d'auteur. C'est là aussi un dispositif qui a été mis en place par l'Union européenne, qui a été retranscrit dans les droits nationaux. Les réseaux sociaux utilisent des contenus des médias pour faire de l'audience. Et d'ailleurs, on accepte qu'ils utilisent nos contenus pour faire de l'audience, sauf qu'il n'y a pas de rémunération. Et donc, le droit voisin a été créé pour que les réseaux sociaux
qui créent de la valeur, et une valeur extrêmement importante avec les contenus des médias, financent une partie des médias. Nous, à Ouest France, on a repéré 40 acteurs qui devraient payer les droits voisins. Il y en a 2 qui le font, après avoir tout fait pour ne pas payer, c'est Google et Facebook. Alors, c'est très concret, on touche 3 millions d'euros, là où on devrait en toucher au moins 15. Donc dans l'économie d'une maison comme la nôtre, ça pèse. Je pourrais faire le tour des médias français. Le patron de Twitter a dit à Thierry Breton, lorsqu'il était encore commissaire européen, nous ne paierons pas les droits voisins. Thierry Breton lui a dit, mais contrôlez les contenus, contrôlez vos contenus parce que c'est plus possible. Et il a répondu, je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. En clair, je vous prends pour un idiot, pour ne pas dire autre chose. Eh bien, si on disait à Twitter, vous respectez le droit, où il n'y a plus de Twitter en Europe, ça marcherait. Moi, je suis assez extrémiste là-dessus. Non, mais un citoyen qui ne respecte pas le droit, il est condamné, et c'est très bien comme ça. La vie en société, c'est ça. Il faut du droit, il faut que ce droit soit appliqué. C'est la solution. En faire des éditeurs, je ne sais pas si c'est ça la solution, mais en tout cas, qu'on ne me dise pas qu'ils n'ont pas les moyens de contrôler leur contenu, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on contrôle tout. Hein. Donc, ils ont bien évidemment les moyens de contrôler les contenus qu'ils diffusent. Ils les auraient, les moyens. Alors, vous pouvez ne pas être d'accord, hein, je suis assez extrémiste sur le sujet, mais... Alors que ça pourrait être des machines fabuleuses de démocratie, parce que ça permet à chacun de s'exprimer, le réseau social. C'est fabuleux, ça. Moi, je trouve ça formidable. Mais pas pour tuer des gens. Enfin, c'est pas possible. Merci. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur Lefranc. Je me nomme Franck Ferdin. Je suis étudiant en master d'histoire en première année. Et je m'intéresse aussi aux questions maritimes, du coup, mais au XVIe siècle. Et j'avais donc une question. Quels sont, selon vous, les défis auxquels les journalistes doivent faire face pour attirer et pour inciter un nouveau public, attirer un nouveau public à lire votre journal? Et même quels seront ces défis appliqués sur la future chaîne? Parce qu'il y a des questions qui sont assez complexes et que le grand public n'est pas forcément apte à comprendre. Merci. Question de fond, on va essayer des réponses courtes. Oui, alors, je crois qu'il y a beaucoup de questions. Je pourrais prendre le cas du maritime. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que des journalistes demain, faut qu'ils se forment? Un journaliste doit se former en permanence. Il faut monter en compétences, notamment dans les domaines scientifiques. Et ça s'organise. Hein. Nous avons des ingénieurs dans nos rédactions, on en a de plus en plus, mais globalement, les rédactions ne sont pas assez à niveau sur le plan scientifique. Voilà. Et puis, il faut être en grande proximité avec tous les marins. Alors, quand je dis les marins, c'est vraiment tout le monde. Hein. C'est les navigants, c'est les pêcheurs, c'est les scientifiques, c'est tous les professionnels de la mer. Être en grande proximité avec eux. Mais pour ça, il faut qu'ils aient le temps de ça. Donc, il faut investir dans l'éditorial de qualité. Et ça passe aussi par de la formation, parce que pour moi, la formation, c'est vraiment essentiel. Sinon, si le journaliste parle d'un sujet que lui-même ne comprend pas, ça peut poser problème. Sur le XVIe siècle d'un spécialiste. Là. Oui, oui. J'en ai le deuxième là. Bonsoir monsieur. Bonsoir, je m'appelle Grégoire Maringui, je suis étudiant en première année de master d'histoire maritime, mais moi je travaille sur la cartographie marine en mer Baltique au tout début du XVIIIe siècle, plus précisément la cartographie de l'Empire russe sous la direction de monsieur Buchet. Et vous avez fait référence au manque de journalistes qu'il y avait. Et également la passion pour la mer qui anime vos équipes de journalistes. Et je voulais savoir justement si cette attirance vers la vocation de journalisme maritime n'était pas un moyen de laisser la mer rentrer à l'intérieur des terres et de faire prendre la mer aux journalistes qui voudraient travailler dans le monde maritime. Alors, en fait, la mer, elle va monter, elle va rentrer dans les terres. Ça, c'est sûr. Il y a même des cartes assez précises qui nous annoncent, je ne sais pas si elles sont fiables, mais qui nous annoncent des choses assez surprenantes. Et nous allons devoir nous adapter. Mais c'est un petit peu comme si elles venaient capter notre attention. Parce que je crois que spécialiser dans des journalistes dans le maritime, c'est un vrai défi pour des entreprises comme les nôtres. Au passage, on aurait pu, si sur un strict plan économique, on aurait pu faire le choix de supprimer des postes de journalistes maritimes en disant c'est peut-être une communauté. Non, on a fait le choix, nous, de développer nos titres, et c'est un choix qu'on veut tenir, mais il faut qu'il y en ait de plus en plus. Il faut que des jeunes, que des historiens, parce que
je trouve que c'est fascinant les cartes marines anciennes. Moi, je m'intéresse beaucoup à la baie du Mont-Saint-Michel et je travaille sur les anciens les sauniers qui ramassaient du sel sur la baie du Mont-Saint-Michel. Quand on voit les cartes à 200 ans, 300 ans d'écart, c'est fascinant. Alors, c'est un peu spectaculaire là-bas, mais il faut que de plus en plus de journalistes s'y intéressent. Mais il faut qu'ils se forment. Il faut des historiens, il faut des scientifiques, il faut des marins aussi, des journalistes qui pratiquent. On a beaucoup, nous, de journalistes dans nos équipes. Je pense à un gars comme Jean-Marie Biette, qui était le patron de notre branche maritime avant. Jean-Marie, il a traversé plusieurs fois l'Atlantique en solitaire. Il sait de quoi il parle quand il parle de la mer. C'est ça, hein. C'est comme un bon journaliste sportif, spécialiste de foot, il connaît le foot. Bon, bah, c'est pareil. En tout cas, la mer s'impose à nous comme jamais. Ça, je le crois sincèrement. Alors, à nous de la regarder. Des questions en haut. Voilà. Merci de bien parler dans le micro. Il faut quasiment le de très très près. Merci. Bonsoir, Juliette Berchery, étudiante en médecine. J'avais une question sur comment vous voyez la différence dans la manière dont les médias français et étrangers abordent les questions maritimes. Je suis un peu embêté pour répondre, parce que je connais beaucoup de médias étrangers. Je pense qu'on a des gens de bon niveau en France. Mais alors, c'est peut-être les professionnels de la mer qui pourraient me contredire. Je pense qu'on a quand même un certain nombre de journalistes qui connaissent bien le sujet. Je suis absolument convaincu qu'il y a des grands pays dans lesquels les rédactions, avec des grands journaux, où on s'intéresse assez peu au maritime. Je connais un peu les journaux allemands. Je trouve qu'on y parle peu du maritime. En Europe du Nord, par contre, c'est un sujet qui est très... au Danemark, Norvège, je pense que là, il y a des rédactions qui font le boulot. Mais c'est une réponse un peu précautionneuse parce que je suis un peu court sur le sujet. Il faudrait vraiment faire le tour, le tour des grandes rédactions. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet qui arrive assez peu dans les conversations, parce qu'on a souvent des rencontres internationales avec... c'est un sujet qui vient assez peu dans les conversations, malheureusement. Merci. Une autre question sur ma... Du coup, bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis en première année de licence Histoire Sciences Politiques. Vous aviez évoqué tout à l'heure l'espace et comment cela pouvait nous aider à mieux comprendre l'univers marin. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus sur ce sujet ? Mais en fait... le directeur du CHOM qui est là, mais... oui, qui pourrait... Qui vienne expliquer un jour oui, tout ça. Oui, je vais encore vous parler de Jacques Rougerie, parce que j'en parlais la semaine dernière avec lui. Son projet d'observation des océans, il le monte avec l'un de ses grands amis qui s'appelle Jean-Loup Chrétien, qui est grand astronaute. C'est à partir de l'espace qu'on observe la mer avec extrêmement de précision et avec des outils qui seront de plus en plus précis. Donc, mais là, il faut donner la parole aux scientifiques. Il y a de plus en plus de technologies tout à fait extraordinaires qui permettent d'observer de façon très précise alors les courants marins, le trait de côte. Voilà. Donc l'espace a beaucoup à nous apprendre et je pense qu'assez vite, ça va devenir un même sujet. Mais je vous dis, des gens qui sont sur des projets très concrets, entre Jacques Rougerie, l'amoureux fou de la mer, et Jean-Loup Chrétien, le dialogue entre les deux, c'est fascinant. Hein. Donc voilà, moi je ne suis pas scientifique, mais en tout cas, de plus en plus, ça passera par là. Bonsoir, je m'appelle Marine, je suis étudiante en conservation du patrimoine et ancienne étudiante en histoire géo ici. Et j'avais une question par rapport à une frégate russe, une réplique du XVIIIe siècle qui a été refusée d'entrer dans les ports de Brest et de Douarnenez notamment pendant les fêtes maritimes cet été. Et donc on nous a refusé l'accès à une certaine information. Et donc je voulais savoir comment est-ce que vous, les journalistes, on peut essayer de dissocier cette information culturelle et patrimoniale de la politique. Je pense que le journaliste, il doit prendre de la hauteur. Une décision politique peut faire débat dans une communauté maritime.
mais le journaliste doit précisément prendre de la hauteur et donner à son lecteur les informations qui vont lui permettre de faire le tri. Là, c'était une décision qui s'appuyait sur des raisons politiques, avec ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Voilà, mais le rôle des journalistes, c'est d'être capable de faire la part des choses. Alors, en fait, le journaliste n'est pas là pour relayer la parole politique. Il la relaie, mais il doit prendre de la hauteur, il doit l'expliquer, il doit aussi toujours se dire oui, mais il doit la contourner, il doit regarder d'autres réalités, il doit écouter d'autres paroles, et il fait la synthèse de tout ça. Voilà, donc dans ce cas précis, voilà, c'est une décision politique. Je comprends qu'elle ait pu... voilà. Mais en tout cas, le journaliste n'est pas simplement là pour appuyer une décision politique, ce n'est pas son rôle. Hein. Son rôle, c'est d'informer. Donc, merci. J'ai des questions. Est-ce qu'on a des... Oui, de nos internautes. Dans quelle mesure pensez-vous que le journalisme de Ouest France peut s'engager plus encore pour revaloriser la mer et ses affaires auprès des Français ? Je crois qu'il doit s'y intéresser, il doit faire son travail. Nous sommes nombreux, hein, je vous ai dit, 780 journalistes, il y a quand même de quoi faire. Un certain nombre sont spécialisés sur le maritime, d'autres vont le devenir. Il doit s'y intéresser en permanence. Et s'intéresser au maritime, c'est pas seulement quand on est sur le bord de la mer. Hein. Toutes les rivières finissent dans l'océan. Donc quand on s'intéresse à la qualité des rivières, on s'intéresse aussi à la qualité des océans. Donc voilà. En tout cas, nous, au sein de notre rédaction, on veut vraiment cultiver ça, développer ça, avec des formats nouveaux. Au passage, alors je ne l'ai pas dit, mais il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Je pense que c'est à nous, les journalistes, de venir vers vous avec des formats qui sont les vôtres, des formats nouveaux qui permettront... alors, on dit les jeunes lisent moins, regardent plus de vidéos. La vidéo, c'est passionnant, c'est un outil fabuleux pour des journalistes. Donc, on doit beaucoup, et nous, on va beaucoup se développer là-dessus pour toucher un maximum de public. Mais les journalistes de Ouest France doivent faire le boulot. Mais bon, on est engagé là-dessus. Hein. On n'en fait jamais assez. Et puis, c'est au lecteur d'être critique et de nous dire, voilà, vous dites ça, vous ne faites pas ça. Pierre-Louis Bazin, en licence Histoire Sciences Po à la Cato. Justement, je voulais rebondir là-dessus. Est-ce que vous voyez pour Ouest France une stratégie précise vis-à-vis des nouveaux espaces d'information, que ce soit les réseaux sociaux, le cyberespace, etc. Et est-ce que vous y voyez justement un moyen pour Ouest France de se démarquer des autres médias là-dessus ? Oui, alors c'est absolument essentiel. En fait, on est devenu un titre de média, on dit une marque, un titre, qui aujourd'hui se diffuse sur plusieurs supports. Les supports print, évidemment, les supports numériques, demain la télévision. Et sur les supports numériques, il y a de plus en plus de nouveaux formats sur lesquels que nous devons investir. Et c'est absolument essentiel qu'on le fasse. Ça nous permettra d'ailleurs d'aller vers des nouvelles lectrices et des nouveaux lecteurs qui ne lisent pas le journal, et je ne leur jette pas la pierre, hein, ils ont le droit, qui ne regardent pas la télé. Les jeunes regardent de moins en moins la télé. Au passage, de plus en plus de gens regardent YouTube sur des écrans de télévision. Donc il y a des évolutions qui se font, mais nous, on doit absolument investir les nouveaux formats. Donc on le fait avec des expériences diverses. Si vous allez sur notre plateforme, vous verrez de plus en plus de nouveaux formats. Là, on vient d'ouvrir une chaîne YouTube pour parler de l'actualité en direction des jeunes. Ça démarre juste là. On a pas mal d'initiatives comme ça. Et puis il faut qu'on arrive avec des contenus de qualité. On n'est pas les seuls à le faire, bien évidemment. Mais là, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on innove. Hein. On est un vieux média, une grande institution qui doit faire comme tout le monde. Elle doit s'adapter en permanence. Et ça passe aussi par s'adapter à ces nouveaux formats et à ces nouveaux supports. Et donc, on est engagé dans des projets de transformation assez lourds, assez complexes, mais absolument nécessaires. Denis Auger, ancien officier de réserve. Bonsoir. Au propos justement de la télévision, votre future chaîne qui va démarrer l'année prochaine, est-ce que c'est une énième chaîne d'information qui en chasse une autre ou est-ce qu'il y a d'autres contenus en vue ? Alors, ce n'est pas une chaîne d'information en continu. Il y en a plusieurs et il y en a déjà trop, ils ont du mal à vivre. Donc, c'est une chaîne nationale généraliste. Donc, vous y trouverez
des documentaires, des magazines, de la fiction, du divertissement, de l'information aussi. Il y aura un journal télévisé chaque jour. Il y aura probablement aussi des débats. Nous, on rêverait d'organiser des débats avec les citoyens, où le journaliste prend du recul et où les citoyens sont mis face à des responsables divers pour débattre en direct. Il n'y a pas assez de moments comme ça. Donc c'est des choses qu'on aimerait beaucoup faire. Et le fil rouge, ça va être les territoires. Donc on veut qu'il y ait beaucoup plus de contenu tourné vers les territoires urbains, ruraux, les territoires de montagne, les territoires ultramarins. Enfin, voilà. Mais ce sera une chaîne généraliste. Petite question indirecte, le temps qu'une autre arrive. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes qui sont, peu importe, ils sont en histoire, géographie, histoire, Sciences Po, qui ont envie de faire du journalisme, qui sont dans cette filière généraliste? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? D'abord, je les encouragerais vraiment de toutes mes forces. C'est un métier fabuleux, vraiment. Et pas qu'à Ouest France, hein, il y a plein de façons de pratiquer le journalisme. C'est un métier extraordinaire. Je leur conseillerais de se former avant d'être journaliste, se former à l'histoire, aux sciences, enfin, à plein de choses, aux langues, à des thématiques bien spécialisées. Il faut se former et il faut continuer à se former une fois qu'on est journaliste. Mais bon sang, c'est un métier magnifique. C'est vraiment la seule chose que je dirais, c'est ça. C'est un métier magnifique et j'entends trop de discours misérabilistes sur le métier. Alors je vous disais, il est un peu secoué en ce moment, mais tant mieux. Enfin tant mieux, battons-nous. Comme disait Jacques Rougerie en parlant de toute autre chose, avec passion et audace, trouvons les solutions. Mais c'est ça. Et ce métier a un bel avenir devant lui. Il doit être pris en main par des gens qui sont extrêmement déterminés à se battre pour l'information de qualité. Voilà. Mais vraiment, je ne peux que vous encourager. C'est un métier merveilleux. On accueille plein de jeunes, nous, à Ouest France, qui sont passionnés, on les voit arriver avec émerveillement parce qu'ils ont vraiment la niaque. Et on a besoin de ça. On a besoin de sang neuf, on a besoin que des jeunes s'engagent. Et vraiment, je le dis avec, je ne sais pas comment le dire avec plus de force, mais... Régine Barouet vous demande quelles sont les autres rédactions qui ont des journalistes maritimes en dehors d'Ouest France. Alors, dans les différents journaux, vous trouverez un ou plusieurs journalistes spécialisés. Nous, on a une filiale qui s'appelle Infomer, donc avec Le Marin, avec tout ce que je vous ai cité, qui est plutôt importante. Je pense on n'est pas les seuls. Il y a d'autres titres. Alors, on a en Bretagne un journal qui s'appelle Le Télégramme, où il y a des journalistes évidemment qui s'intéressent au maritime, qui est un bon journal d'ailleurs. Aux Échos, il y a des journalistes qui s'intéressent au maritime. Les vrais spécialistes, alors je ne sais pas qui vous citeriez comme vrais spécialistes. Le risque, c'est que ça finisse comme pour les journalistes qui autrefois étaient... si je prends par exemple l'agriculture, c'est un autre truc, on est un des seuls journaux en France aujourd'hui à avoir encore une rédaction spécialisée sur les questions agricoles. Il ne faudrait pas que ça fasse la même chose pour le maritime. Alors, il y a, aux conférences de presse, on voit un certain nombre de collègues de bon niveau hein, qui ont du métier. Francis, je ne sais pas si tu veux compléter, toi qui connais particulièrement bien les médias, mais il y en a d'autres. Et puis, il faut toujours diversifier ses regards. Donc, lisez un maximum de titres. Non, il y a des magazines. Des magazines. Il y a des magazines, des trimestriels. J'ai une question à poser, moi. Est-ce que, quand on voit la puissance de l'intelligence artificielle, qui est à proprement parler effarante, là, je voyais que le dernier équivalent du Goncourt japonais avait été écrit intégralement par l'intelligence artificielle, donc ce qu'ils ont dit. Ah, pardon. Je pose la question de l'intelligence artificielle. Je voyais récemment que le dernier Goncourt japonais, équivalent Goncourt, bien sûr, avait été écrit intégralement par l'artificiel. J'ai eu aussi à vivre des expériences avec l'intelligence artificielle proprement parlée effarante, qui montrent que l'intelligence artificielle est quasiment capable de tout analyser, de tout donner à un sujet, y compris ensuite, après l'avoir analysé, les différentes opinions qu'on peut avoir sur ce sujet, etc. Est-ce que vous allez introduire une déontologie au sein de la rédaction par rapport à l'utilisation? Moi, j'ai travaillé, je suis en contact avec votre journal pour une œuvre. Vous avez, enfin, un travail qui avait été demandé. Vous avez eu l'honnêteté de dire fait avec l'aide de l'intelligence artificielle. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que ça ne va pas pousser finalement les journalistes à devenir plutôt que des gérants de l'information, les journaux, ce que l'intelligence artificielle est capable de faire, mais est-ce qu'on ne peut pas aller, est-ce que l'une des voies du journaliste, ce n'est pas aussi des journalistes d'opinion?
puisque l'information peut être traitée par des machines de façon... c'est une question. Hein, ouais, alors moi j'ai toujours un problème avec ça, parce que je considère que quand le journaliste commence à donner son opinion, il oublie qu'il est là pour donner des faits précis. La vérité des faits, c'est ça le combat du journaliste, la vérité des faits. L'intelligence artificielle, alors on y investit beaucoup. Nous, on a des équipes d'ingénieurs et de journalistes qui travaillent sur le sujet. On a actuellement une équipe qu'aux États-Unis pour regarder ce qui se passe dans les grands titres américains, au New York Times, au Washington Post et d'autres, pour voir un peu comment le sujet est abordé là-bas. Les limites de l'intelligence artificielle, quelles sont-elles? D'abord, elle utilise des données. Donc, elle utilise, on la nourrit d'un certain nombre de choses, mais par nature, elle ne sait pas inventer des choses dont elle n'a pas été nourrie. C'est la première chose. Ensuite, quel est l'esprit critique d'une intelligence artificielle? De dire toujours « oui, mais ». L'intelligence artificielle, elle arrive, elle fait son chemin. Un journaliste, à un moment donné, peut dire « moi, j'arrête de traiter ça, parce que j'ai une autre question là, mais qui me taraude un peu, je vais changer de sujet ». C'est peut-être aussi l'esprit critique qui se met en branle, mais quel est l'esprit critique de l'intelligence artificielle? Ça, je ne sais pas. Et je l'ai dit, le journaliste, c'est du temps passé avec les gens. Du temps passé avec les gens. Et ça, on ne remplacera jamais l'homme ou la femme par la machine. Du temps de qualité, du temps d'écoute. Comprendre un pêcheur, il faut passer du temps avec lui. Et le métier, c'est d'abord ça. Ce n'est pas d'aligner les mots les uns après les autres, ça les machines sauront le faire, effectivement. Moi j'ai vu des choses fascinantes, comme vous sans doute, hein, des choses absolument incroyables, hein, des choses, des capacités de synthèse, des trucs, des synthèses qui tiennent la route en plus. Mais j'ai jamais vu un élément d'intelligence artificielle me ramener quelque chose qu'on ramène quand on a passé du temps avec une personne ou avec des personnes. Quand on a senti ce qui les émeut, ce qui les touche, ce qui les blesse, j'ai jamais vu un élément d'intelligence artificielle me faire ça. Alors je suis peut-être un peu utopiste, je crois beaucoup à ça. Et je pense qu'elle va nous aider à nous libérer de tâches automatiques. Parfois le journalisme, c'est des tâches automatiques qui pourraient se faire... Si je vous dis il pleut, c'est une information, il n'y a pas besoin d'être journaliste pour ça. Il suffit de mettre une machine qui détecte la pluie et qui vous dit il pleut. Donc ce temps-là, on va le dégager pour le consacrer à la proximité avec les gens, au reportage, à l'enquête. À l'enquête sur des sujets qui fâchent. Voilà, c'est ça le journalisme. Choisir, faire fonctionner son esprit critique, toujours dire oui, mais... et ne pas se satisfaire de... Voilà. Mais surtout, se rapprocher de la réalité des faits. Donc, alors, journaliste d'opinion, évidemment, plein de gens ne seront pas d'accord avec moi. Moi, j'ai un problème avec cette expression-là. Le journaliste doit ramener au plus près de la vérité des faits. Parce que si on oublie ça, c'est la porte ouverte à tout le reste. Voilà. Alors, évidemment, quand on est éditorialiste, on peut donner une opinion parfois mais il faut donner une opinion sur un sujet qu'on domine. Je vais prendre un exemple tout bête. Quelqu'un qui suit les matchs de football de Ligue 1 depuis 25 ans, il peut à un moment donné donner une opinion sur la qualité d'un match. Mais la vérité des faits, c'est ce combat-là qu'il ne faut pas, enfin, sur lequel il faut absolument se concentrer. Notre monde est en train de souffrir parce que la vérité est abîmée. Et la vérité, ce n'est pas une opinion. La vérité, c'est la vérité. Voilà. Donc, il n'y aura jamais assez trop de journalistes. Il n'y aura jamais trop de journalistes pour arriver à ça. Une ou deux questions pour terminer. On arrêtera à moins le quart ou grand plus tard. Qui souhaite encore intervenir tout là-haut? Si le micro peut arriver. Donc. Et puis après là-haut, merci. Et après, on va pouvoir peut-être conclure. Allez-y. Bonjour. Il faut porter le micro très ou quasiment sur la bouche. D'accord. Est-ce que Ouest France serait bien positionné... Plus au micro, parce qu'on n'entend pas du tout. Il faut vraiment coller presque... Non, ça, il est allumé. Mais... Là, ça va? C'est parfait. Est-ce que Ouest France serait bien positionné pour faire du journalisme comparatif? L'Europe a besoin de se construire, comme chacun sait, vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Est-ce que ce ne serait pas bien de faire un peu d'études comparatives des économies marines, des côtes, etc., et emmené par un grand journal dont les gens imaginent qu'il peut être spécialisé ou
knowledgeable, comme on dit en anglais, sur ces questions-là. Si. On souffre énormément d'être franco-français, je pense. Mais totalement, je suis complètement d'accord avec vous. Alors, on doit beaucoup s'améliorer là-dessus. On a des projets autour de ça. C'est absolument essentiel d'aller voir ce qui se fait ailleurs, de comparer, de regarder. Il y a des choses qui marchent ailleurs, eh bien, montrons-les. Ne serait-ce que déjà au niveau de l'Union européenne, d'un pays à l'autre, il y a plein de leçons à tirer de ce qui se passe ailleurs. Donc, vous avez complètement raison. Complètement raison. Et ça passera, l'avenir passera aussi par là. Deux questions pour terminer. Donc, en haut, voilà, sur ma droite, et puis après, monsieur. Oui, allez-y. Quel micro? Moi, j'aimerais juste savoir. Je vois aussi qu'il y a beaucoup d'informations. Vous m'entendez ou pas? Oui. D'accord. J'ai vu aussi, pour prendre la défense, entre guillemets, des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle. Enfin, moi, personnellement, j'ai des proches qui travaillent dans le milieu. Quoi? Collez votre micro à la bouche. Comme ça? Comme ça? Ah oui. Très bien. J'ai des proches qui travaillent dans le milieu de l'intelligence artificielle. En fait, leur argument, c'est de se dire en fait qu'aujourd'hui, sur la plupart des informations de la plupart des grands médias, il y a un tiers des informations qui sont complètement fausses. L'idée, c'est de créer littéralement des algorithmes qui permettraient de les éliminer de facto pour éviter le maximum de fake news. Et après, d'avoir une vérification humaine. Ensuite, je vais juste rebondir sur sur des lieux à visiter sur Paris qui parlent justement de l'océan, comme l'Académie des sciences d'outre-mer, Ifremer, ou le Musée national de la marine qui est en partenariat. Et pour ceux qui... on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure de lien avec les jeunes, etc. Mais n'hésitez pas à aller voir leur page Insta. Posez des questions, parce que toutes ces institutions sont partenaires des Mardis de la Mer, donc il n'y a pas de souci. Oui. Sur la question. Quoi? Votre question. En fait, vous réagissiez... Je me demandais aussi, est-ce qu'il existe entre guillemets une institution spécialisée sur les abysses sur Paris? L'Ifremer me semble très bien. À Issy-les-Moulineaux. L'Ifremer. À Brest. Simplement, sur l'intelligence artificielle, comprenez-moi bien, je dis que c'est un outil fabuleux, hein. Je le crois sincèrement, qui peut apporter une aide au journalisme, vraiment, à condition qu'on ne cherche pas à remplacer le journaliste par l'intelligence artificielle, parce que le journaliste, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. D'abord, c'est de l'intelligence humaine qui a besoin d'intelligence artificielle, qui est un outil, mais ce n'est qu'un outil. Mais c'est un outil fabuleux. Justement d'avoir une information en fait qui n'aurait pas l'audience comme objectif, tout simplement. Oui. Pour avoir juste l'accès aux sources aussi de manière plus simplifiée. Oui, tout à fait. Pour travailler les datas, c'est un outil fabuleux. Et sur les abysses, vous avez des informations? Ah non. Sur les abysses, oui, Ifremer, mais... Oui. Jean Le Goff, je m'intéresse à la fois beaucoup à la navigation à voile pour des raisons personnelles et à la mer et à l'histoire de la navigation à voile et à sa pratique. Ouest France, c'est un quotidien. Donc c'est son rôle et ce n'est pas son objet d'être un ouvrage de synthèse. Cependant, il y a de très bonnes synthèses, par exemple dans le domaine politique sur Ouest France, qui sont très courtes. Dans beaucoup d'autres domaines, je pense que les lecteurs, quelquefois, lisent beaucoup d'articles sans savoir trop où ils en sont. C'est l'avantage du quotidien. Le Monde, c'est pareil. Il n'y a pas de rôle de synthèse, quelque chose un peu comme ce que fait Arte dans le dessous des cartes, par exemple. Et est-ce que le journalisme ne pourrait pas avoir intérêt, quelquefois, à essayer de donner plus de compréhension de fond à ses lecteurs? Bien sûr que si. Alors là-dessus, je ne peux que vous suivre. Et là aussi, on n'en fera jamais assez. Le dessous des cartes, parce que c'est bien aussi de parler d'autre chose que d'Ouest France, le dessous des cartes, c'est un exercice que je trouve intellectuellement passionnant. Il y a tellement de choses à apprendre des cartes et de ce qu'elles nous disent. Alors oui, il faut de plus en plus d'espaces de réflexion. On va développer ça. On le développe aussi à travers des magazines. Je vous parlais de nos titres du maritime, alors qui peuvent apporter des informations un peu plus complètes. Mais on a besoin de plus en plus d'espaces de réflexion dans un monde aussi compliqué. C'est une attente extrêmement forte des lecteurs. Et donc, on doit aussi, nous, progresser là-dessus, incontestablement. Je vous rejoins complètement. Merci.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait les Mardis de la Mer, les nouveaux, donc je dis un tout petit mot par rapport à la prochaine séance, et puis le président de l'IFM va remercier notre intervenant en faisant une très courte conclusion, je vous promets, elle est toujours magnifiquement et en plus courte. Simplement pour vous dire, on a une petite inconnue pour notre prochain Mardi de la Mer, à savoir le 5 novembre, parce que notre intervenant Jean-François Klein a eu un problème d'agenda, il s'est trompé de moi, il est totalement coincé. Donc nous essayons de trouver une alternative. Il y a plusieurs pistes, il n'y en a pas une qui est encore totalement concrète au moment où je vous parle. Donc soyez très vigilants sur le 5 novembre. Et dernière information d'ordre concrète, vous avez donc les supports ici pour ceux qui veulent distribuer. Encore une fois, l'entrée est gracieuse, il suffit simplement, vous le savez, de vous inscrire. Voilà, la parole conclusive au président, 2 minutes s'il vous plaît, de l'Institut français de la mer. Alors, je voudrais d'abord contredire Christian. Ne soyez pas inquiets pour le 5 novembre. Nous aurons un Mardi de la mer et un très beau Mardi de la mer. Simplement, ce ne sera peut-être pas celui qui est au programme. Mais nous aurons un Mardi de la mer. N'ayez pas l'impression qu'il n'y aura pas de Mardi de la mer. Voilà. Pour conclure, je voudrais effectivement remercier François-Xavier Lefranc qui nous a dit l'importance, la nécessité absolue d'investissement de formation pour le journalisme, qui nous a dit le risque de voir disparaître le journalisme, qui nous a dit qu'il faut pour l'avenir passer des menaces à l'audace et aux solutions, qui nous a dit que l'intelligence artificielle sera un outil formidable si le journaliste continue à passer du temps avec les gens et que c'est là que sera l'avenir du journalisme. Merci de nous avoir rappelé tout cela.